Alors ce soir, l'intitulé de notre rencontre, de nos échanges, c'est un pont entre l'Est et l'Ouest, Leslie Blanch au cœur des mondes slaves et balkaniques. Ça sera, je crois, pour vous, comme ça a été pour moi, l'occasion de découvrir la vie et l'œuvre d'une femme d'exception qui a partagé, je crois, 18 ans de sa vie avec Romain Gary, mais qui a été aussi une figure emblématique de la littérature britannique et dont le parcours, très contemporain, je dirais, illustre l'émancipation et l'aventure d'une femme. Et je crois que cette femme aura profondément marqué aussi le séjour de Romain Gary en Bulgarie. Alors, avant de nous plonger dans l'âme, l'esprit, le cœur de Leslie Blanch, permettez-moi, chère Géorgia, de vous présenter. Géorgia, vous êtes traductrice, éditrice, journaliste franco-britannique basée à Londres. En 1997, vous avez fondé la société Bookblast Limited et le premier site bookblast.com en 2000. Vous êtes également l'exécutrice testamentaire de votre marraine, l'écrivaine voyageuse Leslie Blanch. Votre ouvrage, Leslie Blanch, une femme, deux hommes, basé sur des entretiens menés auprès des amis du couple et auprès des amis de Leslie Blanch, des fragments autobiographiques laissés par Leslie Blanch et d'un portfolio inédit retrouvé en janvier 2014 contenant des croquis de décors et de costumes de 3 productions d'une autre personnalité qui a beaucoup compté aussi pour Leslie Blanch, qui était Théodore Komissarjevski et les ballets russes de Monte-Carlo. Donc, on va peut-être montrer votre ouvrage qui porte sur ces deux hommes qui ont compté dans la vie de Leslie Blanch, Théodore Komissarjevski et bien sûr Romain Gary. Et puis également, je vous recommande cette lecture passionnante, Croquis d'une vie de bohème. Et il y a de très belles pages consacrées à la Bulgarie. Et ce sont ses mémoires. Voilà, absolument. Et peut-être avant de nous dire qui est Leslie Blanch, chère Géorgia, peut-être, d'ailleurs c'est une façon de dire qui est Leslie Blanch, pouvez-vous nous dire un mot sur ces cartes postales que nous avons pu reproduire? Nous vous remercions. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là et merci de l'honneur que vous faites à la femme, Leslie Blanch. Oui, Leslie était sa première carrière, elle était dessinatrice, artiste, elle avait étudié aux Beaux-Arts anglais et même quand elle est devenue par la suite journaliste et ensuite écrivaine, elle continuait à envoyer des cartes, elle avait un grand sens d'humour assez anglaise, un peu à la Nancy Mitford, et elle envoyait ces cartes de Noël chaque année à ses amis. Donc c'est des cartes de vœux, joyeux Noël, donc ça c'est en 48, ça c'est des photos en Bulgarie, Berne, ensuite il y a Los Angeles, New York, etc. Donc c'est des dessins charmants de elle et Romain et la vie on the road, comme sur la route. Absolument. Voilà. Et je pense que ce sont toutes ces cartes postales sont des indications aussi du parcours diplomatique de Absolument. Romain Gary, puisque là c'est Sofia, Paris, Berne, New York probablement, Los Angeles, donc Absolument. Les 15 ans de vie diplomatique de Romain Gary. Mais revenons à Leslie Blanch. Leslie Blanch aura vécu 103 ans, donc elle a traversé le siècle dernier aussi. Et pouvez-vous nous donner quelques éléments du contexte, je dirais, historique et familial dans lequel Leslie Blanch a évolué? C'est vrai que au tout début du XXe siècle, comment pourrais-je dire, les femmes étaient souvent confinées à des rôles préétablis. Et donc, qui était cette Leslie Blanch et comment expliquer ce contexte familial, peut-être, qui lui a permis de se libérer très vite et d'être une femme émancipée?
Donc Leslie, elle a grandi dans le Chiswick, près de la Tamise. À l'époque, il y a 100 ans presque, c'était un quartier, c'était à la banlieue édouardienne. Donc très conventionnel. Maintenant, c'est assez chic et huppé, mais bon, ça a changé. Et les parents, ils étaient très cultivés, ils bouquinaient beaucoup, ils passaient les temps dans les musées, donc c'était bon, assez bourgeois, antiquaire, mais ils avaient aussi beaucoup d'amis qui travaillaient dans le théâtre et dans le monde, ce monde-là. Mais la mère de Leslie était grand supporter des suffragettes. Les suffragettes, elles étaient très actives, c'était pour le droit de voter. Et donc, je pense que la mère n'a jamais pu vraiment trop voyager, donc elle rêvait de... sa fille l'a fait, disons. Et elle a été envoyée à l'école, St. Paul's School for Girls, qui est une très bonne école, qui existe toujours, et ensuite aux Beaux-Arts anglais, plutôt de rester à la maison. Donc, c'était important qu'elle soit éduquée, qu'elle puisse éventuellement avoir une carrière. Et donc, ça, c'était une des premières générations, vraiment, d'essayer de sortir de ne pas être nécessairement une femme au foyer. Et je crois que Leslie aussi, c'était une force de la nature aussi. Elle était très ambitieuse. Et il y avait cet ami de la famille, Theodore Komisarjevski, à la suite de la révolution en Russie. Diaghilev, il est venu en Europe. Diaghilev, c'est les ballets russes. Et Komisarjevski, c'était le théâtre. Donc c'est lui qui a porté le Stanislavski Method, la méthode Stanislavski en Europe, en Angleterre, éventuellement en Amérique. Et lui a eu une influence mais incroyable sur Leslie. C'était l'ami des parents, mais il racontait des histoires, des contes de fées, des cadeaux, ah non, c'était incroyable. Donc je pense que pour une jeune fille dans une banlieue assez stable, un peu franchement ennuyeuse, rien ne se passe, les parents sympas mais âgés, c'était remarquable, je pense. Oui, donc ça c'était une grande influence. Merci beaucoup. Vous avez donc mentionné le nom de Theodore Komisarjevski, ouais, qui a joué un rôle très important et qui a été finalement la personnalité clé pour, oui, comment orienter, je dirais, Leslie Blanch vers le monde slave, vers la Russie, à une époque où il était bien compliqué aussi de voyager. Oui, mais il y avait quand même un grand lien entre la France et l'Angleterre. Et aussi, par exemple, la sœur Vera a créé le rôle de Nina dans La Mouette de Tchekhov. Donc il était vraiment dans tous les grands noms de la culture russe. Tout ça, ça faisait partie de la famille de Komisarjevski. Et donc, comme Wagner l'avait fait avec l'opéra et Diaghilev avec le ballet, Komisarjevski a visé à créer un modèle universel de théâtre avec l'art dramatique. C'était vraiment des novateurs. Et oui, il était plus âgé, plus avisé, c'était un grand conteur. Il a inculqué à Leslie un amour non seulement de tout ce qui est de russe, mais des Balkans, oriental et non européen. Justement, et imaginez là, il n'y avait pas le tourisme, il n'y avait pas d'avion. Donc, pour une jeune fille, de raconter, on adore se raconter des histoires, n'est-ce pas? Donc, c'était un grand conteur, c'est sûr. Donc voilà, et Leslie ne parlait jamais de lui de son vivant, ça c'est important. C'était toujours le voyageur. Et je n'ai appris qu'elle commençait à parler de lui en 2007, mais ensuite elle est décédée. Et j'ai retrouvé des traces dans ses papiers, ses livres, et un antiquaire londonien me passe un coup de fil un jour en disant « mais j'ai trouvé le portfolio de Leslie ». Tous ces dessins, des mises en scène avec Komisarjevski, mais aussi les autres, les dessins pour les portraits, tout ce qu'on veut. Et c'était vraiment important. Dans ses premiers mémoires « Voyage au cœur de l'esprit », elle raconte que Komisarjevski avait mis en scène une comédie d'Henri Duvernois et Pascal Fortuné, une pièce inaugurant une petite salle sœur du théâtre des Champs-Élysées, le Studio, à Paris, fondée en référence au studio de Meyerhold et du théâtre d'art de Stanislavski. Et il y a une photo en noir et blanc que j'ai retrouvée de Leslie pour le personnage d'Orchidée, et c'est probablement sa première création de costume. Elle était toute jeune. Elle venait de quitter le Beaux-Arts. Donc, elle a travaillé avec lui. Ils sont venus à Paris. Il y avait un gala en 1923. J'ai retrouvé ça dans les archives de l'Opéra de Paris et le Théâtre de Paris
des archives, il y avait un gala en honneur de Diaghilev. Et donc, elle, dans ses mémoires, elle écrit la petite, j'avais 17 ans, elle est là, elle voit tout ce monde incroyable autour de Rachmaninov, Moussorgsky, tout le monde. Ça l'a beaucoup impressionnée. Et aussi, elle lisait beaucoup. Donc, elle approfondit. C'est pas seulement d'être impressionnée par une image, mais ensuite, elle écoutait la musique russe, elle adorait. J'ai ces CD des chants bulgares. Elle adorait ça. Ses livres, tout. C'était approfondi. Et je crois que plus tard, elle a écrit un livre de cuisine balkanique aussi. Ah oui, oui. Elle avait, quand on allait chez elle, il y avait une grande artiste assez mondaine, Louise de Villemorin. Il y a une très belle. J'aimerais savoir où est l'original. Il y a un dessin de Leslie. Elle avait c'était des pantalons un peu comme, comment dire, harem pants. C'était très volumineux, en soie rouge et or, qu'elle portait. Et ça, elle avait acheté ça ici à Sofia. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas, c'était des pantalons balkaniques, je ne sais pas, bulgares. Et elle portait ça. C'était rare, là, les années 40-50. Maintenant, c'est assez bobo de porter des trucs un peu hippie, ethniques. Mais ça, c'était rare. À ce moment-là, c'était tout le monde. C'était Chanel, chérie. Ah non, c'était trop bourgeois, tout ça. Pas question. Et dans les années 1930, elle fait un voyage en Russie. Oui, alors, donc elle a travaillé dans le théâtre pendant une dizaine d'années. Ensuite, son père est mort, il y a eu des problèmes de famille, elle ne travaillait plus avec commissaire Jevski, donc elle s'est réinventée en tant que journaliste. Mais donc par la suite, elle travaillait chez Vogue britannique pour la rubrique culturelle, tout ce qui avait, c'était pas la mode, elle s'occupait de la culture. Et Vogue à l'époque, c'était beaucoup plus mélangé. Il y avait des très bons écrivains. Imaginez-vous que Simone de Beauvoir, elle écrivait pour Vogue. Maintenant, bon, est-ce que Houellebecq il écrirait pour Vogue? Je ne sais pas. Mais bon, vous voyez. Donc elle voyageait et ça. Donc j'ai toujours les archives de Leslie sont chez Yale en Amérique, mais il y a toujours ces livres. Par exemple, son recueil de Pouchkine, comprenant les frères brigands et les tziganes, etc., publié à Leningrad en 1930. Ça, elle mentionne, elle a marqué sur la page de garde Leslie Blanche, Moscou. Son édition de 1929 des Armes mortes de Gogol, Leslie Blanche, Moscou, Leningrad, etc. Donc, ses livres sur les ballets russes, les souvenirs, les mémoires de commissaire Jevski, tout ça, c'était les années 30. Elle a beaucoup voyagé, mais c'est surtout, elle s'intéressait à la culture. Elle évitait la politique. Elle n'aimait pas trop rentrer là-dedans. Mais ça l'a beaucoup marqué, tout ça. Donc, éventuellement, c'était pendant la Deuxième Guerre, quand elle avait tout Londres à ses pieds, elle était chez Vogue, que dans une soirée donnée par Germaine Canova, une grande photographe, je crois qu'elle est polonaise russe, c'est une grande amie de Leslie et de Romain Gary, ils se sont rencontrés dans une soirée et c'était un coup de foudre. Donc, Gary était Roman Cassel, officier dans l'armée de l'air, mais il avait été blessé, donc il était, comment dire, grounded. How do you say grounded? Il pouvait pas. Anyway, il était basé avec Général de Gaulle au Carlton Gardens. Donc, et c'était déjà, il avait une croix de guerre, etc. Il était déjà, je crois que c'était une croix de guerre, il ne faut pas que je me trompe. Oui, croix de la libération, excusez-moi. Et donc, il passait déjà pour un héros. Et tous les deux, ils sont, je sais pas, par la suite, c'était un couple. Donc, elle aussi, comme elle était chez Vogue, elle a fait en sorte que Gary soit photographié. Donc, il y a des très belles photos de Gary dans son uniforme, etc., par Germaine Canova et aussi Haupt. Et en janvier 1945, elle a écrit c'était la première critique littéraire d'un roman par Romain Gary, donc Éducation européenne, qui dépeint les groupes de résistants en Pologne pendant la guerre. Et elle vivait justement, plusieurs maisons ont été bombardées par les Allemands, parce que c'était the Blitz. Donc, mais elle était dans une grande maison, elle vivait avec une artiste, Eden Box, dont les tableaux maintenant c'est Tate Britain.
et Helen Mansell. Et ils se sont aménagés là ensemble. Ils sont mariés le 4 avril 1945 et ils ont célébré ça au restaurant Prunier St. James. Et puis voilà, et puis c'était une grande histoire d'amour, c'est pour commencer. Et aussi une grande fusion intellectuelle. Ça c'est aussi après l'amour quand même, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, excusez-moi. Voilà. Donc une grande amitié et le pont pour Gary quand même, quelqu'un qui est fasciné, qui est obsédé par la culture russe, c'est pas tous les jours. À Londres, en 1944, qu'on rencontre quelqu'un comme ça, quand même. Et peut-être pour illustrer ce que vous venez de dire, si vous voulez le lire en anglais, ici, he was Russian. Oh yes, that's right. Et aussi, he was Russian Jewish, but I thought of him as just Russian, and that is what he liked in me, making a Russian home for us with cabbage soup and samovar and piroshkis. Later, he passionately wanted to be French, because he was grateful to France and de Gaulle was his hero. But you can never become French, can you? I can't anyway. Et aussi, elle lui fit découvrir John Donne, Andrew Marvell, William Blake, Beatrix Potter, etc. Elle lui enseigna sa langue avec une grande maîtrise. Et elle disait que l'accent anglais tant admiré, précise-t-elle, redoublait le charme avec le froufroutement des russes de Romain qu'il lui ajoutait. Il avait acquis une une prononciation parfaite, peut-être aussi plusieurs personnalités parfaites aussi. Seul le timbre de sa voix, ce timbre profond et rauque, gardait quelque chose de slave. Donc voilà. Et on suppose qu'elle a transmis certaines techniques de narration à Romain Gary qu'elle avait appris avec commissaire Sergevski, parce que n'oublions pas que Romain Gary, c'est un grand romancier, mais elle était historienne et elle écrivait des biographies et de son vivant, elle a eu un énorme succès. Tout le monde, même maintenant, par exemple Frank Herbert, Dune, ça, il y a beaucoup de blogs qui parlent de ça, c'était influencé par son grand livre Les sabres du paradis, publié en 1960, basé sur la lutte des Tchétchènes dans la Caucase pour se libérer du joug russe. Donc, et c'est vraiment, et c'est très dramatique parce qu'elle a écrit, ça c'était plus tard quand ils étaient à Hollywood, elle rédigeait les scénarios de George Cukor, le metteur en scène, le grand metteur en scène qui était My Fair Lady and Huge. Donc, elle comprenait bien comment c'était toujours ces livres, c'est très dramatique. Donc, mais Romain lui donnait, elle avait le moyen de voyager. Et ça, il était bien avec elle. Parce qu'il ne l'enfermait pas dans la cuisine en disant « on fait ma cuisine ». Il comprenait qu'elle avait besoin de liberté. Chacun avait besoin d'être libre. Donc, elle lui apportait la stabilité, un foyer, justement les pirochki, la maison, le calme pour écrire, quand il ne s'occupait pas de son travail, bien sûr, de diplomate. Mais lui, elle voyageait dans le Sahara, donc elle voyageait beaucoup, non seulement plus tard, les années 30, c'était la Russie, mais par la suite en Afrique du Nord, la Tunisie, le Sahara. Et son premier grand livre, c'était sur les 4 femmes qui ont essayé de s'échapper du joug, ou disons des conventions, là encore. Et c'était toujours, Romain Gary râlait toujours, elle écrit toujours sur les femmes. Je crois qu'elle était très... l'indépendance de la femme, c'est très sympa. Elle n'était pas du tout, elle aimait beaucoup, c'est très sympa d'avoir un foyer, mais pas toutes les femmes veulent ça. Pas toutes les femmes, il y a des femmes, on peut aussi avoir une carrière, des intérêts différents, c'est pas que ça. C'est important avec ça. Merci. Alors j'avais envie de revenir sur leur séjour en Bulgarie. Oui. Alors, comment se passe leur arrivée? Quels sont les témoignages en fait de Leslie Blanch sur la Bulgarie, parce qu'elle a écrit des choses tout à fait, elle a une correspondance, elle a écrit des choses tout à fait intéressantes. Oui. Donc voilà, si on peut s'arrêter sur l'étape Bulgarie, puisque nous sommes ce soir à Sofia. Absolument. Donc justement, en 1946, elle a quitté l'Angleterre pour ne jamais y retourner, sauf en tant que touriste. Elle parcourut une Europe mutilée par la guerre afin de rejoindre son mari
ici à Sofia, parce qu'elle est partie, elle est restée quand même, elle a quitté Vogue, ensuite elle a travaillé 1 an pour The Leader, c'était une grande revue, magazine, qui parlait du cinéma. Donc elle a interviewé Vivian Leigh, Peter Ustinov, c'était la mère de Peter Ustinov, c'était une copine de la mère de Leslie, donc c'était bon, elle faisait des interviews avec tout ce monde, et ensuite elle est partie rejoindre son mari. Donc oui, et c'est important, là encore, l'alimentation était rationnée, les frontières s'étaient fermées, le train c'était le seul moyen vraiment de transport, donc elle traverse l'Europe comme ça, elle s'arrête, elle prend le bateau de Marseille à Istanbul, ensuite, c'était tout un trajet. Et à Sofia, donc, elle retrouve son mari. Dans un consulat dépourvu de meubles, Leslie devait pourtant recevoir dignitaires et ambassadeurs. Elle a acheté donc l'argenterie de la famille de Neddy Trianova, qui était une amie d'une grande famille, ce qui procura à cette dernière un peu d'argent, parce que tout le monde était assez paumé. Comme il était de notoriété... Attendez, oui... Ah oui, ça j'adore. Comme il était de notoriété publique que Trianova espionnait pour le compte des Américains, on ne parlait que de niaiseries dans les dîners auxquels elle était invitée et jamais de politique. Les Russes entravaient les voyages, mais grâce à Neddy, ce ne fut pas un obstacle pour Leslie. Elle sautait dans un train à sa guise, visita seule les bords de la mer Noire, les plaines environnantes et les montagnes de Thrace. Elle nota: j'aime découvrir les horizons d'hiver, me détacher du présent, voir le passé au loin. Elle laissait son mari à ses occupations diplomatiques et à l'écriture de son roman qui occupait tout son temps libre. Donc ils avaient oui, c'était une complicité, une compréhension ils étaient ensemble, mais aussi indépendants. Et c'était fusionnel. Tout ça, c'est basé sur une interview avec Mireille Dagostin, qui était la fille de Heide Dagostin à Roquebrune. Roquebrune, quand ils ont quitté, ils étaient à Sofia de 46 à 48, décembre 48, et ils sont arrivés à Roquebrune, c'est un petit village sur un piton dans le Midi. Et Mireille disait c'était comme des extraterrestres. Il avait des gros manteaux genre fourrure mouton et des bottes breusées. C'était les gens du village qui avaient des lapins. Et c'est quoi ça? Et ils ont acheté une petite maison. Et là encore, ils avaient une toute petite maison. Et c'est là dans la tour que par la suite, il a écrit, je crois que c'était Les Racines du ciel et tout ça. Donc voilà. Mais Leslie, elle était désespérée parce il fut rappelé au Quai d'Orsay. Donc ils ont quitté Sofia en décembre 48. Neddy partit avec le consul américain. Mais Leslie était désespérée parce qu'elle adorait la Bulgarie. La cuisine, la culture. Elle allait dans les soirées un peu à l'extérieur de la ville des Tziganes. Et elle adorait. Elle a écrit sur les danses oraux et tout ça. Elle adorait. Ils étaient tous les deux très heureux ici. Oui, et pour illustrer ce que vous dites, j'ai trouvé une citation de Leslie Blanch qui porte sur les Balkans. Elle dit ceci, elle dit l'amour des Balkans peut être une saveur à acquérir, mais une fois que vous l'avez goûtée, elle devient une obsession. Plus rien d'autre ne vous satisfait. Les capitales, les paysages, les conforts, les cultures, tout vous laisse indifférent, car vous êtes possédé par un autre amour. Donc c'est quand même une déclaration forte pour cette région de l'Europe. Elle dit autre chose aussi sur Sofia, que je trouvais intéressant. Sofia est petite, mais tentaculaire. Vous pouvez la traverser en une demi-heure. Elle est si bruyante, les cliquetis sur les pavés, les camions de l'armée rouge, les haut-parleurs politiques, les citoyens qui vocifèrent et bien plus encore. Comparé à Sofia, Marseille ressemble à une tranquille ville de marché. Ce qui surprend un peu, puisque quand on connaît Marseille aujourd'hui, c'est... Mais je pense que là, Sofia était plus petit. Ça, c'est il y a 60 ans ou... Oui. Plus petit. Quand même, c'était plus petit. Dense, semble-t-il, et très animé. Oui, donc, oui. Et ça l'a beaucoup marqué parce que malgré
bon, elle était avec Romain, ils étaient mariés 18 ans, mais vraiment ensemble pendant 15 ans. Et ensuite, bon, ils étaient en Mexique, ils ont fait des voyages ensemble, mais bon, à la fin, les choses, ça ne marchait plus. Et après leur divorce, quand même, elle continuait à voyager. Donc elle voyageait en Iran, en Afghanistan, en Asie centrale, en Mongolie. Et donc son premier grand livre, c'était sur les 4 femmes anticonformistes en quête de liberté et d'épanouissement qui ont fui les contraintes et les conventions de l'Europe, dont Isabel Burton, Jane Digby El-Mesrab, Aimée Dubuc de Riveri et Isabelle Eberhardt. Et donc elle-même, elle continue à voyager. Et c'est ça l'importance de ces livres, parce qu'elle a écrit 12 livres en tout. C'est quand même, c'est ça maintenant. Elle a écrit sur la Syrie, le Moyen-Orient, tous ces pays maintenant, on ne peut plus voyager. C'était une des dernières, des grandes voyageuses assez, how do you say, romantic, rather romantic, des grandes voyageuses, exploratrices, parce que l'Afghanistan, maintenant, depuis les années 70, tous ces pays, c'est dangereux maintenant, ou c'est en guerre, ou la Syrie, c'est... Et c'est ça, c'est tragique, mais c'est l'importance de ces livres, parce que elle écrit, oui, elle décrit ses cultures et tout ça ça a disparu. Maintenant. Et puisqu'on évoque ce lien avec Romain Gary, elle avait des formules, alors on l'a entendu tout à l'heure s'exprimer, mais elle avait des formules intéressantes aussi. Elle disait par exemple, parlant donc de Romain Gary, malgré son air invariablement lugubre, il arrivait à Romain d'être prodigieusement drôle. Oui, tous les deux. Ça c'est alors parce que ma mère l'a connue. C'est comment elle est devenue ma marraine. Ma mère, son premier mari. Ma mère, qui était aussi plus jeune, écrivaine, artiste, elle a travaillé avec Henri Cartier-Bresson et Capa, les photographes, etc. Et elle a passé 2 ans à l'âge de 17 ans avec son mari russe-polonais pour essayer de sortir la France occupée pendant la guerre, donc, et Vichy France. Et ils ont atterri à New York. Et c'est là que c'est souvent les femmes britanniques avec les maris russes, polonais ou slaves. Donc, par exemple, c'est pour cette raison que Romain et Leslie ils ont atterri à Roquebrune, parce que sa copine Evelyne était avec un mari russe de Romain. Là encore à New York, ma mère anglaise était avec Wsewolod Jablowski von Schneur, qui est resté en Amérique. Et c'est comme ça, ils vivaient tous dans le quartier hongrois à New York. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et Leslie et maman, ensuite, elles sont restées copines. Elles étaient toutes les deux très belles. Elles avaient des vies assez mouvementées, en couleur, beaucoup de talent. Et c'est un peu les années 50 pour les femmes. C'était avant the female emancipation, etc., that revolution. Mais quand même, elles étaient tiraillées entre... On a son mari, être correct, etc., mais aussi, elles voulaient avoir une carrière. C'était tiraillé, d'avoir une carrière, d'être créative, de publier. Et Leslie, comme je vous ai dit, a eu beaucoup de succès. Et le fait qu'elle ait si bien réussi dans sa carrière à son époque a créé un précédent pour les autres femmes, pour lesquelles elle a été une source d'inspiration pour casser les codes et viser l'indépendance. Et y compris ma mère d'ailleurs. Et donc comme j'ai déjà dit au début, car la place d'une femme dans la société ne se limite pas seulement à se marier et de fonder une famille. Et quand j'ai rencontré Marianne Faithfull dans Paris, Marianne me dit « Oh, Leslie Blanch was your godmother ». And I'm like « Hein ?» Parce qu'elle était très marquée par Leslie. Elle devait être dans un film, on devait faire un film d'un de ses livres, mais ça ne s'est pas fait. Shirley Conrad, même Jackie Kennedy voulait publier, quand elle travaillait chez Doubleday, Les Sabres du Paradis. Anaïs Nin, Miranda Seymour, c'est incroyable. Tout ça, j'ai découvert après le décès de Leslie, parce que je la connaissais bien, c'était une deuxième mère pour moi. Elle n'était pas du tout, elle parlait jamais de tout ça. Donc j'étais assez... Je me suis dit, si seulement j'avais demandé des questions, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Et justement, vous l'avez dit en quelques mots, mais comment pourrait-on dire que Leslie Blanch est notre contemporaine
en tant que femme émancipée, écrivaine, voyageuse. Oui, elle était, parce qu'elle gardait, c'est ça, elle a gardé l'esprit ouvert. Même, par exemple, à l'âge de 100 ans, j'étais chez elle avec mon ami, mon partenaire, et on travaillait déjà sur des sites internet et tout ça. Et on lui a montré, on avait un tout petit ordi, a tiny little pocket computer, et on lui montre. Et Ben était incroyable. Il raconte, this is what a website. Voici un site internet. Et il disait, c'est un peu comme un magazine. Elle disait, a magazine in the sky, a cloud, a magazine in the cloud. Oh, I want one of those. Il n'y avait rien de, what's that? Elle dit, c'est génial. Et ça, c'est l'esprit. Elle a gardé l'esprit ouvert, curieuse, intéressée. Ça, c'était incroyable. Donc, on lui a fait son premier site, c'était en 2006. Un an d'avant son décès. Le site maintenant, bon, leslieblanches.com, ça a été modernisé, bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment, elle avait une tolérance et une compréhension. Et je vais vous lire, dans le Figaro littéraire en mai 2007, au moment de son décès, l'historien Philip Mansell a écrit le texte suivant. Avec la disparition de Leslie Blanche à l'âge de 103 ans, l'Angleterre et la France ont perdu l'un de leurs derniers liens, les rattachant au Paris des Russes blancs, au Londres des Français libres et à bien d'autres mondes disparus. Ces amis ont perdu une présence aimante et positive dans leur vie. Bien qu'elle eût plus de 100 ans, ses proches, anciens ou récents, quittaient, stimulés et motivés son nid d'aigle quasi ottoman à Menton. Sa conversation, ses sujets d'intérêt dépassaient les frontières conventionnelles du temps, de l'espace, de la nationalité, de la mode. Je lui ai souvent rendu visite, attiré par sa personnalité chaleureuse, comme par son passé cosmopolite haut en couleur. C'est toujours avec un tour de phrase bien à elle qu'elle parlait avec passion des stars du cinéma, du racisme, de la culture arabe ou des sœurs Mitford. D'engagement politique, mais en même temps, elle a été une grande voyageuse. Elle était fascinée. Par exemple, elle a écrit un récit historique sur les luttes d'émancipation dans le Caucase, des musulmans du Caucase face à l'Empire tsariste. Elle a fait ses déplacements en Russie soviétique dans les années 30. Elle a observé très finement la Bulgarie. Je crois qu'elle comprenait aussi très bien la société américaine. Donc, quel était son rapport à la politique, en fait, et par rapport finalement au métier de son mari, puisqu'au fond, elle l'a accompagné pendant les 15 ans de la vie diplomatique de Romain Gary. Et tous les deux, oui, elle était très, pour De Gaulle, il admirait bien sûr beaucoup les principes, etc. Et quand je dis ça, mais elle voulait comment se détacher, elle voulait pas entrer dans le... Parce que la politique, ça peut... Les gens, on peut se disputer, c'est pas facile. Donc elle essayait de prendre du recul, elle ne voulait pas juger, vous voyez. Mais c'est sûr, la liberté de l'esprit, la tolérance, la compréhension. Et je me souviens, elle disait, attention, ça c'est plus récemment, ça c'était après la guerre d'Irak et tout ça, attention aux Américains, à l'Occident. Il faut quand même, elle disait qu'il y avait un manque de respect où il faut essayer de comprendre ces autres cultures et ces autres façons de voir les choses et ces autres. Il n'y a pas qu'un point de vue. Et ça l'embêtait beaucoup. Elle disait que c'était trop mono to anglo-saxon. C'est pas. Il faut essayer de prendre du recul et d'essayer de voir des autres points de vue. Il y a des autres systèmes. Si on tombe trop dans c'est purement, disons, ideological, on devient obsessionnel, c'est dangereux. Ça, elle me le disait. Mais bon, elle ne voulait pas trop prendre position. Elle n'était pas... Parce que, quand même, de son vivant, elle attirait aussi beaucoup de jalousie. On l'attaquait, la misogynie, tout ça, c'était pas facile. Donc, elle avait un côté assez tough. Il fallait être tough. Donc, je crois aussi que c'était une protection. Et elle avait un grand sens d'humour. Et ça aussi, c'est une protection, l'humour, que ça peut dissiper s'il y a des... Et oui, elle, ça l'amusait beaucoup de jouer des tours. Elle adorait le côté un peu magicien
de Romain Gary. Je crois qu'ensemble, c'était un peu tous les deux comme des mômes qui rigolaient à fond. Ça, je sais, ma mère disait que c'était great company. She said, oh, they were wonderful company, elle disait. Donc, mais la politique, elle comprenait que c'était it's tricky. Excusez-moi, je parle anglais subitement, mais c'était pas, il faut faire gaffe. Comme vous évoquez justement l'humour, alors j'inviterai notre public à regarder les différentes cartes postales. Et il y en a une qui est très humoristique, qui est celle-ci, Joyeux Noël. Donc je pense que ça, c'était à Los Angeles. Donc on voit les éléphants, donc c'est une allusion au roman Les Racines du ciel. Le samovar, donc la dimension russe, probablement aussi, puisqu'il y a aussi un samovar là, quand ils sont à Sofia en 1946, donc il y a un petit clin d'œil. Puis on les voit tous les deux, dos à dos, en train d'écrire chacun de leur côté. Et puis au loin, alors ça c'est plutôt, je dirais, les rêveries orientales de Leslie Blanch. On voit un minaret, des tonalités orientales qui se dessinent. Et je trouve que c'est très significatif, effectivement, de cette vie qu'ils ont eue ensemble, où effectivement il y avait une place pour l'humour, et puis pour la création littéraire, puisque tous les deux étaient des écrivains. Et effectivement, vous disiez, elle ne s'occupait pas de politique, si je puis dire, mais en même temps, elle observait des choses. Alors j'ai retrouvé, par exemple, je reviens sur son passage en Bulgarie, et elle écrit ceci: aujourd'hui, en Bulgarie, tout autour, de nouvelles persécutions commencent à se former. Nous sommes donc probablement en 1946-47, c'est la prise de pouvoir par les communistes. Les haines et les dénonciations gagnent en force. C'est ce qu'on me dit. Je ne suis pas très au fait, effectivement, elle dit, je ne suis pas très au fait de la scène politique, et Romain ne parle pas de son travail à la maison. Voilà, mais elle avait quand même, elle sentait des choses. Oui, bien sûr, elle sentait des choses. Et comme j'ai dit, c'était un mariage finalement d'esprit, dont l'histoire fait écho un peu à celle de l'éducation sentimentale de Flaubert et Le Rouge et le Noir de Stendhal. C'était un couple vraiment anticonformiste. Chacun apportait à l'autre de quoi assouvir ses ambitions et garantir sa liberté. Et ça marchait bien pour une bonne période de temps. Et pendant longtemps d'ailleurs, leur camaraderie, leur complicité intellectuelle, leur intérêt commun pour la création littéraire, ils se racontaient des histoires, etc. Ça marchait bien. Mais quand même, il y avait, et ça j'ai beaucoup parlé de ça avec Mireille D'Agostin, la fusion émotionnelle et intellectuelle, ça peut finalement aussi recouvrir un aspect un peu mortifère. Finalement, ça n'a plus... Je sais pas. Et elle était très, très 18e siècle au sujet des comportements de son mari. Et je ne sais pas, finalement, ça n'a plus marché. Et aussi, elle avait 10 ans de plus que lui. Donc, je ne sais pas. Et je pense que ça l'angoissait aussi de l'âge. He didn't want to, comment dire, age. He was worried about aging. La vieillesse. Ça de Romain Gary, oui, parce que de vieillir, effectivement. Parce que c'était un homme remarquable, mais il était fragile quelque part aussi. Parce que dans le livre, j'ai interviewé Roger Grenier chez Gallimard, qui a travaillé avec lui, et aussi les frères Agide et Olivier Agide. Et c'était quelqu'un de fragile. Et il était, à la fin, c'est une tragédie, il s'est suicidé, mais Leslie disait, il avait des dépressions. Et finalement, je ne sais pas, c'est difficile. C'est difficile, c'était un homme. Vous avez entendu, au début, sa voix, c'est émouvant de l'entendre, avec son accent anglais en français, alors là, c'est pas évident l'écoute. Donc moi j'ai de la veine, j'ai bien connu, je l'adorais, mais finalement ce qui se passe dans un couple, on ne sait pas. Ouais. Vraiment ce qui se passe derrière les portes, on ne sait pas. Et j'ai retrouvé une autre citation où elle évoque aussi Romain Gary, et elle dit la chose suivante: rétrospectivement, il me semble que notre lien le plus solide, celui qui nous a maintenus ensemble pendant 15 ans, fut notre authentique amitié. Nous nous intéressions au travail de l'autre, nous parlions rarement politique, donc cela confirme ce que nous évoquions. Nous avions le même sens de l'humour, et il régnait à la maison une sorte de subtile ambiance slave qui nous unissait dans les moments difficiles.
En fin de compte, c'est notre profond sentiment de camaraderie qui a survécu à toutes les épreuves. Et c'est intéressant, le mot camaraderie, parce que, cette fois-ci je vais parler de Romain Gary, dans divers entretiens, Romain Gary, qui parle des relations parfois complexes entre les hommes et les femmes, les questions de couple, etc. Et il dit ce qui manque peut-être pour se comprendre entre un homme et une femme, c'est la fraternité ou la camaraderie. Et donc, je trouve ça intéressant, si vous voulez, que Leslie Blanch évoque ce mot de camaraderie. Et Romain Gary, je crois, dans ces dernières années, avait repris contact avec elle et ils avaient de longues conversations téléphoniques. Justement, dans le livre Une femme, deux hommes, publié par Hérodios, l'interview avec Mireille, elle décrit en détail quand ils ont renoué, parce que bien sûr, après le divorce, c'était un peu glacial, ça n'allait pas. Et ensuite, avec beaucoup d'années par la suite, elle m'a décrit, et c'est dans ce livre, comment ils sont renoués. Et tout a recommencé, leur amitié. Alors finalement, c'était une grande amitié. Ils voulaient même acheter une petite maison à Roquebrune ou à Menton, à Garavant. Et ils ont retrouvé le fil. Ça, c'était le fil conducteur. C'était leur complicité. Ils rigolaient, ils se racontaient des histoires. C'était vraiment des potes, quoi. They were best friends. Et c'est ça, quelque part, là-dedans. Je sais pas, il y a quelque chose de tragique là-dedans. Parce que... je sais pas, I don't know, emotion, du niveau émotionnel, relationnel, et elle aussi, ils étaient tous les deux les forces de la nature. Hein. Elle, Leslie, elle était divine, c'était pas toujours facile. Hein. Donc, alors ils étaient tous les deux, oui, donc quand il y a beaucoup de passion, je sais pas comment. Donc moi, s'ils avaient tous les deux une petite maison chacun, maintenant, de nos jours, maintenant, ça arrive. Ça, j'ai des amis à Londres, ils ont chacun leur maison, ils sont ensemble, mais ils ont leur vie commune et indépendante. Ça peut très bien marcher. Ça aurait pu, mais je ne sais pas. Finalement, ça n'allait plus, et puis c'est tragique, mais c'est comme ça. Oui, vous disiez qu'elle pouvait être un petit peu difficile ou un peu fermée comme ça. Et j'ai protection. Et une des biographes de Romain Gary, c'est Dominique Bonin, qui a un très bon livre. Oui. Et elle raconte l'épisode de sa rencontre avec Leslie Blanch. Je crois qu'elle l'a rencontré peut-être 2 ou 3 fois. Et la première fois, donc, le rendez-vous était fixé. Et quand elle arrive, la porte est fermée, personne ne vient, elle n'est pas là. Et puis, deuxième tentative infructueuse. Et ensuite, c'est qu'est-ce que vous voulez? Je ne dirai pas un mot sur Romain Gary. Et puis voilà, puis progressivement, quelque chose se passe. Mais elle disait que la première approche était glaciale. Dominique Bonin dit quelque chose de très froid et britannique. Je ne sais pas très bien ce qu'elle veut dire, mais bon. Et finalement, on voit qu'il y avait une forme de protection qu'il. Mais il y a aussi. Excusez-moi. Anaïs Nin a écrit dans son journal, elle a son journal, elle a écrit sur sa rencontre avec Leslie. Et pour commencer, c'est justement, je crois qu'elle était, peut-être que c'est aussi, parce qu'elle était méfiante un peu des médias. Parce que j'ai l'extrait là, que c'était la traductrice Anne Metzger qui voulait qu'elle rencontre Romain Gary. Donc ça, c'est hiver 56-57. Et elle parle, pour commencer... attendez, pardon, excusez-moi. Avec une froideur anglaise aux yeux bleus, elle me laissa entendre que ce n'était pas légal, mais oui, elle ne voulait pas laisser entrer Anaïs Nin, mais finalement... Romain Gary l'accueille et finalement, Anaïs Nin, finalement, elle est devenue copine avec Leslie. Donc, elle était peut-être que, bon, la méfiance, how do you say, trust, il faut avoir confiance, on n'a pas confiance immédiatement. Et dans les archives d'Anaïs Nin à UCLA à Los Angeles, il y a des lettres, il y a toute correspondance, c'était vraiment des copines. Donc, c'est ça qui est, oui, elle était froide pour commencer. Et il fallait un peu de temps pour
la confiance, ça ne vient pas immédiatement, etc. Et puis ensuite, bon, ça marche ou non. Parce que Nancy Houston aussi l'a interviewé. Et finalement, avec Dominique Bonin et Nancy Houston, ça s'est très bien passé. Mais Anaïs Nin, ça c'est amusant, elle décrit une soirée chez les Gary à Hollywood. Mais bon, je ne vais pas lire tout ça, mais c'est assez amusant quand même. Et que Leslie, elle était vêtue d'un cafetan somptueusement brodé. Voilà. Et qu'elle disait, avec humour, cacher ses rondeurs. Bon, elle avait... ça c'est très anglais, on se moque de soi-même. Bon, c'est pas... Anyway. Et pour revenir à la Bulgarie, donc j'ai cité tout à l'heure Leslie Blanch qui évoquait effectivement le climat de terreur qui s'installait. Elle rapporte aussi un moment qui est très important dans l'histoire bulgare et à Sofia. Alors je sais que les faits sont... il y a les faits, il y a ce qu'on a raconté. Mais en tout cas, elle rapporte cette histoire qui montre qu'elle était loin d'être insensible au malheur du monde. Non. Et voici ce qu'elle raconte. Donc elle écrit ça probablement, c'est un souvenir qu'elle a, qui date peut-être de 1946, je crois. Elle dit, en m'éloignant des quartiers populaires de la ville, donc en m'éloignant des quartiers populaires de la ville de Sofia, pour rejoindre ceux plus élégants, je me suis souvenu de l'époque toute récente où les tziganes avaient connu un moment de grandeur. C'était vers la fin de la guerre, lorsque le sort des juifs bulgares et d'autres indésirables devait être scellé par les occupants allemands et les dirigeants bulgares pro-allemands. Une première liste de déportés avait été rassemblée et un train bondé était prêt à quitter la gare lorsque soudain, une meute de tziganes apparut et se jeta sur les rails devant le train. La confusion régnait, retard, ordre aboyé mais non exécuté. Puis une bousculade de paysans en colère se produisit. Le train n'a jamais quitté la gare. Mon ami Vassili m'a raconté cette histoire extraordinaire. Il avait tout vu. Donc, je sais que c'est peut-être une histoire racontée, peut-être que ça ne s'est jamais produit, mais en tout cas, elle rapporte cet événement qui est effectivement un événement important dans l'histoire bulgare et dans ce qui s'est passé à Sofia. Et ça signifie en tout cas qu'elle était sensible, voilà, à l'histoire qui s'écrivait et voilà, à cette histoire toute récente. Mais là aussi, oui, comme vous dites, elle observait là dans Croquis d'une vie de bohème, ses mémoires. Voilà, 2 paragraphes. À Sofia, on nous invitait parfois à de très singuliers festins de blini que l'on donnait dans un déploiement de faste, avec d'énormes bols de caviar fournis par les officiers supérieurs de l'armée rouge. Alors, une des forces d'occupation basée à Sofia avec les armées américaines et britanniques. Quant à nous, les Français, ayant été récemment occupés nous-mêmes, nous n'avions pas de représentation militaire sur place, mais uniquement une légation avec un ambassadeur. Mais revenons-en au festin de Bligny. C'était de magnifiques réceptions. Les nationalités se mêlaient. On ignorait les tensions politiques. Et même les diplomates les plus rigides prenaient part à la fête quand les Russes chantaient en chœur. Ils chantaient merveilleusement des chants de l'armée rouge, aussi bien que de la vieille Russie, et parfois la voix rauque de Romains se mêlait à leur timbre profond. À l'une de ces occasions festives, sa passion pour les blinis a eu raison de sa prudence, et il en a englouti 29 avant qu'on le ramène à la maison pour qu'il se ressaisisse. Et alors toujours sur la Bulgarie, elle évoque aussi l'accueil d'une délégation de jeunes Français. Peut-être vous pouvez raconter cet épisode. Ça c'est un recueil, après les mémoires, c'est un recueil de journalisme, des lieux et des endroits qu'adorait Leslie. Et il y a une vingtaine de pages sur la Bulgarie. Et justement, je trouve, attendez, les petits... Oui, et c'est en anglais en plus, pardon, je suis entre langues.
Elle parle de Rila. Ah voilà. Oui, est-ce que si je le lis en anglais, ça vous gêne? Ça vous gêne en anglais? Non? Non, ça ira. I went out to the airfield to help welcome 2 plane loads of underprivileged French orphans who were invited to spend a month's holiday in the mountains as guests of the Bulgarian children. It was searingly hot on the tarmac. A number of Russian machines were lined up being refueled, and some Russian officers and their families came out of the main building to watch the arrival. Every few minutes, lorry loads of spanking fine Bulgarian children arrived, singing, waving branches of evergreen, and carrying clumsily but lovingly lettered banners which read, "Welcome to our little French comrades." It was all rather moving. The woman whose idea it was is a dynamic figure known as La Passionaria of the Balkans. Her life has been one of violent drama, in the course of which she has been 4 times condemned to death, each time by a different political party. She was now quite overcome and melted into tears. So did the Soviet mechanics, and the swarthy ground crews sobbed too as the planes circled the field. The children were becoming overexcited, beginning their welcome addresses too soon, or having to be rushed off to the laboratory at top speed. The Soviet soldiers hustled them back, all nicely buttoned, well before the planes taxied in. As the planes came to a... Pardon, ok. Donc, j'essaye de traduire en... Donc, elle parle... Bon, il y a une délégation de petits Français qui arrivent de la France et ils vont faire comme une liaison avec les enfants bulgares. Donc, elle décrit l'arrivée et tout est très émouvant. Et que les petits Français, ils sont pâles, ils sont mal nourris. Et les enfants bulgares les accueillent avec des bannières, how do you say, welcome to our, la bienvenue à nos petits camarades français, etc. Et donc bon, tout le monde part dans les montagnes et c'est merveilleux. Et quelques semaines plus tard, quand les Français y reviennent, ils ont bien mangé, ils sont heureux, ils sont rayonnants et ils repartent en France. Donc c'est un peu, voilà, entente cordiale, franco-bulgare, entre enfants. C'est sympa. Et je pense que aussi le contexte justement de ces enfants qui arrivent en Bulgarie, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que bon, c'est l'Europe dévastée de la Seconde Guerre mondiale, et qu'en Angleterre on manque de tout, en France aussi de beaucoup de choses. Et que la Bulgarie a été relativement, enfin je dis relativement, il y a eu bien sûr les bombardements à Sofia et bien d'autres tragédies, mais du point de vue en tout cas, je pense, alimentaire, on trouvait peut-être davantage de choses à cette époque en Bulgarie que dans d'autres pays du continent européen ravagés, et probablement que cela explique aussi ces échanges. J'ai l'impression qu'elle pouvait avoir aussi globalement, généralement, de la Bulgarie. Je sais qu'en France, parce que ma mère avait 17 ans en France avec son mari russe pendant 2 ans, là, elle a écrit un roman à l'âge de 17 ans publié en Amérique, Honeymoon in Hell, Lune de miel en enfer. Et là, elle décrit, c'est un roman, mais c'est basé sur ce qui s'est passé. Il n'y avait que des topinambours, même pas ça. Parce que tous les Allemands, ils ramenaient tout en Allemagne. Donc, on ne pouvait pas manger en France, sauf même dans les terres et tout ça, on ne pouvait pas, il n'y avait pas. Et par la suite, Vichy-France, sur la côte, il y avait un marché noir, donc elle raconte, on trouve un bout de biberon, un gigot, et on ouvre le paquet et ça bouge, parce qu'il y a des vers qui mangent la... Donc, c'était terrible. Et ma mère, elle a eu mon petit frère, moi je suis la petite sœur, mon frère aîné et j'ai des photos d'elle, elle était comme ça, hein, et le petit bébé, il a failli mourir. Et ils ont passé la ligne avec des gaullistes. Oh non, tout ça, c'est la France, et toute l'Europe était complètement dévastée, ouais. C'était traumatisant tout ça. Merci. Alors c'est également un peu triste, mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour cette soirée, d'avoir évoqué Leslie Blanch. Moi, je suis personnellement très heureux qu'on puisse évoquer Leslie Blanch ici à Sofia. Merci d'être venu, parce qu'elle a écrit vraiment de très belles pages sur la Bulgarie, sur les Balkans.
Et je pense que ses souvenirs, tout ce qu'elle a pu écrire, notamment sur ce sujet-là, mériterait d'être traduit en bulgare. Alors c'est un peu une invitation que j'adresse aux éditeurs ici. Nous avons encore quelques minutes pour des questions et pour des échanges, mais je souhaiterais d'abord vous applaudir et vous remercier encore une fois d'être venu ici à Sofia. Et je vous remercie d'être venu et de votre intérêt. C'est vraiment merci. Voilà, donc nous avons une question de Zdrava. Il y a une question de Madame Cohen, au premier rang. Deuxième rang, je ne vois pas. Ici. Ah, ok. Voilà. Je vais me lever parce que ça mérite. Vous m'entendez? Ah, voilà. Je vous remercie énormément pour cette présentation parce que c'est très intéressant et en plus, pour mieux connaître un grand homme, il faut connaître les femmes qui ont été autour de lui. Et même ces photos, ils nous racontent beaucoup de choses. Je vois qu'à Sofia, ils ont eu froid parce que il est habillé, même avec des gants à la maison. C'est donc, il manquait de chauffage, je peux m'imaginer. J'ai plusieurs questions. C'est un tas de questions parce que ça évoque leur présence en Bulgarie, malgré que ça a été court pendant 2 ans, mais ce sont 2 ans, 46, 47, 48, quand en Europe se fait les coupables rendent les comptes. Et ils ont été ici pas comme des intellectuels, ils étaient envoyés comme un homme politique. Et en plus, le rôle de l'ambassade de France a changé. Parce que jusqu'en 1944, au début de 1945, l'ambassade française était une des 6 ambassades qui fonctionnaient à Sofia. L'ambassade Allemagne, l'ambassade japonaise, turque, russe, soviétique, je pense, et l'ambassade suisse, comme pays neutre, qui représentait les Américains et les Anglais. Donc, le rôle politique de l'ambassade de France, qui était l'ambassade du régime de Vichy, a complètement changé à cette époque. Et c'est très intéressant de connaître, c'est peut-être aussi une étude, comment ce passage a été fait, parce que ça a été fait par la personnalité exactement de Romain Gary. Et ce n'était pas un choix par hasard, mais parce qu'il était gaulliste, il représentait la Nouvelle-France, et naturellement, en Bulgarie, il était mis à l'écoute, on le suivait, les services secrets. Pourquoi? J'ai beaucoup rigolé à cet épisode avec les tziganes qui ont arrêté le train parce que ça ne s'est jamais passé, ce n'est pas connu. Mais c'est Vassili qui a raconté cette histoire, ce n'est pas quelqu'un innocent. C'est quelqu'un exactement des services secrets qui savait très bien qu'à cette époque, on discute à la conférence de Paris, c'est l'état de la Bulgarie comme pays qui faisait partie du pacte tripartite. Et on essayait d'innocenter la Bulgarie, c'est dans tous les sens, ce qui n'est pas réussi. Et il y avait plusieurs témoignages fausses, etc., etc. Donc, je pense, mais même ce témoignage est très, très important parce que ça nous montre comment fonctionnait l'État bulgare à cette époque. Moi, j'ai une question de vous poser. Elle disait qu'elle aimait beaucoup, elle adorait Romain Gary, et en même temps, elle le détestait. Est-ce qu'elle a dit quelque part pourquoi elle la détestait? Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors là, les couples,
je pense, bon, c'est quand on est marié à long terme, je sais pas, il y a des... Oui, on s'aime et on s'aime pas. Je pense que c'était un homme difficile parce que, bon, j'ai évoqué, il était quand même dépressif, donc c'est pas facile. Et aussi, elle était très tolérante, il avait des maîtresses, donc elle acceptait ça. Et ça encore, maintenant c'est différent, mais les années 50, il y a beaucoup... Je connais d'autres amis de Leslie, les filles de ses amis, qui acceptaient aussi que leur père, bon, il y avait la femme, tout ça, mais il y avait quelquefois des maîtresses. Donc ça, je pense qu'à la fin, c'était difficile, je sais pas. Et aussi, quand même, bon, elle était historienne, mais elle était écrivain quand même, et lui aussi. Les deux écrivains ensemble, c'est pas toujours... Je sais pas, par exemple, Henry Miller et Anais Nin, comment ça s'est passé, hein, c'est pas toujours facile. Donc, je sais pas, je pense... Parce que je sais qu'au début, en 1954, à New York, ils étaient à New York quand Les Rives sauvages de l'amour étaient publiés, je sais il a fait une dépression nerveuse. Et par la suite, lui, il y a une carte qui manque. J'ai oublié de vous l'envoyer. La carte 56, c'est très drôle, c'est Joyeux Noël. Et il y a un éléphant qui porte le Goncourt dans son trunk, comment dire, anyway, qui porte le... Et donc, une fois qu'il a eu du succès, ça allait mieux. Je comprends, c'est difficile, donc je pense... Mais ça a toujours tenu parce que quand même, oui, Leslie était tolérante, elle l'aimait vraiment, elle l'aimait beaucoup, il y avait un grand amour là quand même, et finalement ça n'a plus marché, je sais pas, je ne peux pas tout à fait vous répondre, mais je sais, et aussi elle, il se faisait des crises, elle est très drôle dans ses mémoires, elle écrit qu'elle était tellement exaspérée avec lui à un moment donné qu'elle lui a jeté un gigot dans la figure. Non mais attendez... C'était assez, mais c'était tout. Non, mais aussi, c'était, elle adorait. La passion. Lui, il était impossible et passionné, et elle aussi. Moi, je me souviens une fois chez elle. Bon, je l'ai aidé à faire des décorations. Elle m'a attrapée. Moi, j'ai répondu. C'est pas toujours facile. Hein. Elle aussi, c'était les grandes personnalités comme ça. Il faut de la place. Il faut. Je sais pas. Mais ils avaient une vie incroyable et elle avait un entourage incroyable. À Hollywood, elle connaissait tout le monde, hein, George Cukor, Selznick, I mean, all of them. Et aussi, il y avait beaucoup d'amis anglais à Hollywood à ce moment-là. Et donc, son agent à elle est devenu l'agent de Gary. Donc, ils avaient quand même les Huxleys, Aldous Huxley, c'était un grand ami. Stravinsky, tout ça, Vera Stravinsky was a friend of hers, l'actrice Donna Winter. Ils avaient quand même un entourage, dont en gros ça marchait, et il y a des moments où ça ne marchait pas. Je sais pas, je peux pas complètement. Ça c'est comme je vois. Pour répondre à la première partie de la question, en quelque sorte, ou du commentaire que vous faisiez sur la Bulgarie, le fait qu'il rejoint la Bulgarie, ça sera le thème qu'on développera donc ce jeudi avec notre invité Kervin Speer. Mais je pense que c'est très important de le rappeler. C'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait cette semaine consacrée à Romain Gary. J'ai lu beaucoup d'entretiens, j'ai écouté des interviews, et très régulièrement, Romain Gary revenait sur sa période bulgare. Alors c'était peut-être que 2 ans et demi, mais il avait par exemple cette formule qu'il reprend d'ailleurs dans son ouvrage La nuit sera calme. Il dit: de tous mes postes diplomatiques, celui qui m'aura le plus marqué, c'est la Bulgarie, et même davantage que la Californie. Et dans un entretien qu'il a pour la télévision canadienne en 1975, je crois, il dit, on lui pose de nouveau la question sur son parcours diplomatique, et il revient à nouveau sur cette période bulgare. Il reprend cette même formule, et puis il dit, et vous savez, en Bulgarie, j'ai perdu des amis, et il mentionne en particulier, il dit, j'ai perdu des amis, Nicolas Petkov, le chef du parti agrarien, qui était également le président de l'Alliance française, selon les propos de Romain Gary, et il dit, vous savez, les gens, et ça il l'écrit aussi dans La nuit sera calme, il dit c'est un peuple merveilleux, un pays magnifique, mais il y a eu aussi des choses bien tristes, et j'ai vu tristement
le passage d'une monarchie pseudo-démocratique, c'est l'expression qu'il emploie, à un régime totalitaire de type stalinien. Donc, vous verrez, quand on échangera ce jeudi avec Kervin Speer, vous verrez que Romain Gary n'était pas juste de passage en Bulgarie, c'était pas juste 2 ans et demi comme ça pour un début de carrière, ça a été quelque chose qu'il a fondé. Et Romain Gary, c'est une grande figure de l'humanisme, et le passage en Bulgarie a été très important. Et celui qui ne s'y est pas trompé, c'est un philosophe que vous connaissez très bien, d'origine bulgare également, Tsvetan Todorov, qui, classé parmi les 4 grands penseurs de la philosophie humaniste et de la pensée antitotalitaire, il mettait parmi ces 4-là Romain Gary. Et je pense que ce qu'il a vécu en Bulgarie, son empathie aussi en fait, parce qu'il s'est beaucoup intéressé aux gens, explique cela. Voilà, donc c'était pour faire un peu de teasing aussi pour notre échange ce jeudi. Chose que j'ai pas, un petit, je rajoute, j'ai oublié de dire, Leslie et Romain, ils adoraient les animaux, ils étaient très écologistes avant l'heure. Leslie, elle était obsédée des animaux, la nature, etc. Bien sûr, je crois que c'était à Brune qu'il a écrit Les Racines du ciel, si je me souviens bien, sur les éléphants et tout ça. Donc, c'était avant l'heure. C'était vraiment tout ça, on revient à l'avant-garde. Ils étaient déjà... C'était vraiment la nature, de respecter le monde animal, etc. Donc ça c'était important. Ça, c'était un autre lien entre eux très important. Aussi la réflexion, je pense, sur ce qu'est l'Europe. Pour les deux, en fait. Parce que... Vous l'avez mentionné en racontant un peu la vie de Leslie Blanch, elle a été une voyageuse, donc elle avait une vision très, je dirais, très élargie de l'Europe. Elle a voyagé dans les Balkans, elle a été en Russie. Et bon, on sait le parcours de Romain Gary, né à Vilnius, une enfance russe, une enfance polonaise. Et toute sa vie, Romain Gary considérait que l'Europe ne pouvait pas se faire sans il n'a pas employé ce terme-là, mais c'était sa pensée, sans sa réunification. Donc c'était un homme qui était très attaché en fait à l'esprit européen. Et il s'est battu, en fait, on le voit dans sa correspondance diplomatique, et je pense que Leslie Blanch, à sa façon, partageait son regard, pour éviter l'essentialisation, c'est-à-dire qu'il y avait une tendance, bien sûr, de dire « Oh, les Balkans, on est un peu dans les marges de l'Europe, donc ces évolutions politiques sont certes malheureuses, mais enfin, nous, de toute façon, nous ne sommes pas condamnés à vivre dans les Balkans. » Et dans sa correspondance diplomatique, il explique que non, ça ne fonctionne pas comme ça, il ne faut pas penser de cette façon-là, et que la Bulgarie, et j'ai retrouvé cette expression, il dit elle est tout aussi européenne que nous sommes, nous Français, elle est aussi bien que nous Français, elle mérite la démocratie. Et c'est peut-être l'histoire qui l'empêche que cela s'écrive de cette façon, mais le projet démocratique, c'est un projet pour nous tous, c'est un projet européen. Il va le réitérer, il le dira de diverses manières, mais de cette façon-là, je dirais qu'il était très précurseur. Et d'ailleurs, le titre d'au moins 2 de ses ouvrages, L'éducation européenne, vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, qu'il a écrit en 1944-45. Puis plus tard, il écrira Europa. On voit bien que cette question européenne, ce sujet européen est essentiel pour lui. Et je pense que la Bulgarie a joué un rôle très important dans ce sens. Le titre à l'origine était It was the Forest of Rage, le forêt de la rage. Et ensuite, ou la Forest of Rage, c'est vraiment on est fâché, quoi. Et par la suite, il a changé le titre, c'est devenu Éducation européenne. Donc je ne sais pas, oui, tout ce changement de... Et oui, c'est... Anyway. D'abord ici, madame, et après. Donc, le projet démocratique dont vous avez parlé vous fait penser à une chose. Ça marche pas? Donc, le projet démocratique dont vous parlez me fait penser à quelque chose. Eux qui étaient bâtis de liberté, je pense que
c'est bien qu'il n'habite pas le monde d'aujourd'hui, ce monde orwellesque où la liberté c'est qu'un simulacre en fait. Désolée de le dire, mais en effet, ma question était tout autre. Est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a des indices plutôt dans les archives que ce désir de Romain Gary de toujours se réinventer, il écrit quand même sous 4 pseudonymes différents, est-ce que vous pensez que Leslie Blanch a quelque chose à voir avec ça? Parce que elle est très... bon, tous les deux, ils sont de fort caractère, mais quand même, elle est son aînée, elle est passionnée, elle est intéressante, elle est éduquée, elle est d'une culture peut-être plus vaste que celle de Romain Gary, parce que quand même, ils ont une histoire familiale différente. Est-ce que vous pensez qu'elle a quelque chose à voir? Et est-ce qu'il y a des indices dans les archives de ça? De Romain Gary en bulgare. Oui, je ne sais pas. Elle aimait son côté magicien, un peu magicien, prestidigitateur, je pense. Mais lui, il s'envoyait quand même des petites farces. Par exemple, Lady L, c'est un peu une caricature de l'anglaise, etc. Et elle était biographe et historienne, mais elle a écrit un roman, L'homme à 9 tigres, et ça, il s'agit... Bon, ça se passe en Inde pendant the Indian Mutiny, fin 19e siècle, mais c'est un prince qui a un harem. Donc moi, je me dis toujours, il s'envoyait des balles un peu... C'était un peu... Quelquefois, il y avait une petite pique là-dedans. Je ne sais pas. Mais pour répondre, ça peut-être... Justement, peut-être que c'est ma mère qui les a connus quand même. Elle disait qu'il avait une imagination incroyable. Les fantasmes, il rêvait. C'est comme lui, il partait sur un tapis volant. Je ne sais pas. Donc peut-être c'était... Je ne sais pas, oui, c'est... Je ne peux pas vous répondre vraiment, mais je sais qu'il adorait tous les deux se raconter des histoires et un peu il se moquait un peu ils étaient anti-conformistes. Donc je ne sais pas si ça fait partie de ça, je ne sais pas. Un peu se moquer du système ou des bourgeois, je ne sais pas. En tout cas, nous avons une illustration un peu de ce côté, je dirais, un peu moqueur, le goût de l'étonnement. Vous avez peut-être vu la très grande affiche que nous avons mise sur la façade de l'Institut français. Et nous voyons donc Romain Gary faire un saut très haut. Et donc c'est une photographie qui a été prise par Philippe Halsman, qui lui était né à Riga. Donc je rappelle, Romain Gary, lui, né à Vilnius. Comme Romain Gary, c'était une personnalité aussi qui a quitté cette partie de l'Europe, qui a dû voyager, qui s'est installé aux États-Unis. Et il fait cette photographie donc en 1952, en fait, quand ils sont à New York. Et il est fort probable qu'il y a à mon avis, il y a aussi une photographie du même type de Leslie Blanch qui saute en l'air. C'est une série qui s'appelle Jumpology. Voilà, donc et donc ce photographe, Philippe Halsman, qui connaîtra une vraie célébrité, photographiera ainsi de très grands acteurs, actrices. Il y a une photographie très connue de Marilyn Monroe aussi qui fait un saut comme ça. Donc tout ça pour dire que je pense qu'ils partageaient tous les deux un goût de la pitrerie aussi. Je reprends. Là, mon interview avec Roger Grenier chez Gallimard dans Une femme, deux hommes, il dit « Gary avait un sens de l'humour et aimait parfois publier ses livres sous un pseudonyme. Il avait besoin de varier sa voix et son style. L'homme à la colombe, roman satirique visant l'ONU et créé en 1958, ne pouvait pas être publié sous son nom car il était membre de la délégation française. Donc il s'est réfugié sous le pseudonyme de Fosco Sinibaldi. Ce roman Les têtes de Stéphanie, situé au Moyen-Orient, est un pastiche de roman d'espionnage. Il l'a publié sous le pseudonyme de Chatan Bogat. Il est rare qu'un écrivain puisse s'en tirer avec succès. Quand il nous a envoyé le manuscrit chez Gallimard de son dernier roman Les clowns lyriques, nous l'avons reconnu comme étant Les couleurs du jour, publié en 1952. Il s'amusait à nous tester et à jouer des jeux. Il jouait également avec ses amis. La nuit sera calme est un entretien fictif avec François Bondy, un ami d'enfance, narrant les années où Gary servait dans les forces françaises libres, puis ses débuts dans la carrière diplomatique. François Bondy donna son accord pour n'être qu'un prête-nom à cette œuvre littéraire dont Gary fut intégralement l'auteur, tant pour les réponses que les questions.
Moi-même, comme la plupart de ses amis, je lui étais utile lors de l'affaire Ajar pour tester sa supercherie. Une seule personne, Robert Gallimard, savait vraiment ce qui se passait, ainsi que sa dactylo, sa femme Jean Seberg et son fils. Il m'avait présenté à son neveu Paul Pavlovitch 5 ans avant l'épisode Émile Ajar. Je lui avais trouvé du travail comme ghostwriter. Quand on a révélé que Ajar c'était Pavlovitch, j'ai pu facilement le croire. Pavlovitch était capable d'écrire. Ce n'est qu'après la mort de Gary en 80 que nous avons su la vérité. Gary a joué avec les genres et les styles, c'était une aventure fantastique. Maintenant, quand vous lisez Pseudo, écrit après Gros câlin et La vie devant soi, vous pouvez voir que c'est du Gary, mais tout le monde était aveugle. Donc voilà, le recueil Frères Ossian n'avait pas eu du succès auprès des libraires, et les gens s'étaient mis à accueillir ces nouveaux romans avec indifférence. Oh, un autre Gary, on connaît. Ajar a tout revitalisé pour lui. Donc peut-être ça, c'est en partie sa réponse. Et j'ai retrouvé une citation, justement, où elle dit « Oh, Romain, quelle figure à la fois drôle et tragique tu étais de près. Quel compagnon divertissant. Quel compagnon exaspérant. Quelle chance si rare d'avoir pu te connaître, de t'avoir aimé et d'avoir été aimé par toi. C'était impossible d'être en colère contre lui. Il était trop outrageous. » Madame Schemberet, votre récit a été très intéressant. Je voudrais vous demander, est-ce que vous savez quelles étaient les relations entre Général de Gaulle et Romain Gary? Romain Gary a dit du Général de Gaulle, Général est une extravagance de l'histoire dont la France a pu en profiter. Merci. Je me demande si peut-être il faudrait le regarder dans les archives, je ne sais pas. Je sais que Leslie et Romain étaient tous les deux très... De Gaulle et aussi Malraux. André Malraux, c'était un grand ami. Malraux, il les a visités à Los Angeles, etc. Elle décrit justement dans ses mémoires la visite des Malraux, etc. Mais là, et je me souviens, elle m'a donné d'ailleurs, je l'ai toujours à la maison, je dois le lire... Le fils, il y a des mémoires de... Non, il avait un fils, un neveu, a écrit sur De Gaulle et a envoyé toute une dédicace, le livre dédicacé à Leslie, elle me l'a donné. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup d'admiration, mais je ne sais pas. Il y a une photo, c'est vrai, quelque part dans les archives de Leslie à Yale, in America, de Gary avec De Gaulle, ou he's sitting at the ONU, I don't know. Subitement, j'ai une photo qui me vient en tête. Mais je ne sais pas, je suis désolée, je ne pourrais pas vous répondre, sauf ce que je viens de vous dire. Il faudrait regarder dans les archives ou des écrivains, comme M. Sfir qui a écrit là-dessus. Voilà, je ne sais pas. Effectivement, donc je vous invite à venir aussi donc, jeudi avec la conférence les échanges avec M. Kervin Speer qui pourra vous répondre parfaitement sur cette question. Mais déjà, partiellement, je peux vous donner quelques éléments. En fait, il avait une admiration qu'on peut vraiment qualifier au sens littéral du terme, pratiquement sans borne, pour le général de Gaulle. Alors, pas forcément pour les mouvements politiques qui sont apparus et qui se sont revendiqués du gaullisme, en direction desquels il gardait parfois ses distances, ça dépendait des moments. Mais pour cette figure-là, parfois, on a presque l'impression, c'est d'ailleurs dans La nuit sera calme, mais dans d'autres entretiens aussi, c'est presque une figure christique pour lui. Et il a vraiment, voilà, il a à la fois une admiration, une fascination. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait penser que c'est l'admiration pour la force, pour le militaire. Mais ce qui apparaît dans les textes de Romain Gary, c'est que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'admiration qu'il porte pour quelqu'un qui était tout seul, abandonné par les siens, si je puis dire, enfin par les autres militaires, et qui, malgré tout, n'a jamais lâché. Au fond, vous savez, il y a une formule de Václav Havel qui est le pouvoir de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Et Romain Gary décline un peu cette expression pour qualifier le général de Gaulle. Et c'est vraiment cette admiration qu'il a, c'est-à-dire que la faiblesse qui devient force. Et je pense que c'est aussi une façon qu'il a eu de penser sa vie, en fait, et son parcours.
Merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir.